Le 10 décembre 1270, le nouvel évêque de Paris, 7 octobre 1268, condamne 13 propositions philosophiques. Ce n'est pas la première censure universitaire. L'aristotélisme n'a cessé d'être contrarié depuis 1210. Mais c'est la première qui vise de front certains des thèmes fondamentaux du péripatétisme gréco-arabe. Fort de cette expérience, l'évêque récidivera d'ailleurs 7 ans plus tard à la demande du pape Jean XXI, en orchestrant la plus formidable mesure d'interdiction qu'ait connue l'Occident médiéval. 219 thèses sont frappées. La liste dressée par Tempier lui-même, ancien maître de l'université parisienne, se place à côté de 2 autres listes. La première est celle de Bonaventure, dont elle reprend les thèmes de l'unité de l'intellect et de l'éternité du monde. La seconde est un questionnaire adressé par Gilles de Lessines à Albert le Grand, dont elle reprend 13 propositions sur 15. Ces 13 propositions sont 1. Il n'y a qu'un seul intellect numériquement identique pour tous les hommes. 2. La proposition « l'homme pense » est fausse ou impropre. 3. La volonté humaine veut et choisit par nécessité. 4. Tout ce qui advient ici-bas est soumis à la nécessité des corps célestes. 5. Le monde est éternel. 6. Il n'y a jamais eu de premier homme. 7. L'âme qui est la forme de l'homme en tant qu'homme périt en même temps que son corps. 8. Après la mort, l'âme étant séparée du corps ne peut brûler d'un feu corporel. 9. Le libre arbitre est une puissance passive, non active, qui est mue par la nécessité du désir. 10. Dieu ne connaît pas les singuliers. 11. Dieu ne connaît rien d'autre que lui-même. 12. Les actions de l'homme ne sont pas régies par la providence divine. 13. Dieu ne peut conférer l'immortalité ou l'incorruptibilité à une réalité mortelle ou corporelle. On notera que sur les 2 propositions du questionnaire de Gilles de Lessines, non reprises dans la liste d'Étienne Tempier, l'une est purement théologique. La 14. Le corps du Christ gisant au sépulcre et celui du Christ souffrant sur la croix n'est ou n'était numériquement pas le même corps absolument parlant, mais seulement sous un certain rapport, tandis que l'autre, 15, que si la simplicité de l'ange et de l'âme n'est pas une simplicité absolue, ce n'est pas parce que ce sont des êtres composés, mais seulement parce qu'ils émanent de la première cause absolument simple, et professée par Sigurd de Brabant, mais au moins 1 an plus tard. En outre, c'est explicitement contre la théorie thomiste de la composition réelle de l'être et de l'essence que le maître de Brabant formule sa thèse. Quand il est dit que tout ce qui est en deçà du premier doit s'écarter de la simplicité du premier, je ne vois pas où il ne peut bien prendre cette proposition. Ce que je trouve bien en revanche, c'est que tout ce qui est en deçà du premier s'en écarte et se multiplie à mesure qu'il accède à la puissance. Et la cause en est que nul n'est acte pur comme l'est le premier. De plus, à supposer même que cette proposition fût vraie et qu'il y ait des choses qui ne soient pas composées de matière et de forme, il n'en résulterait pas qu'elles sont composées d'essence et d'être. Conclure cela serait une erreur du conséquent. De fait, il y a une autre manière de s'écarter de la simplicité, par exemple par l'acte même de penser, car tout ce qui est autre que le premier pense par l'intermédiaire d'une espèce intelligible qui est différente de lui-même. Sigurd de Brabant, même si tout étant causé s'écarte de la simplicité du premier, il ne faut pas pour autant qu'il y ait chez lui sa composition réelle de l'être et de l'essence, car toutes les choses s'écartent du premier en s'écartant de l'actualité du premier et en accédant à la puissance. C'est donc par l'éloignement du premier que les espèces des étangs se diversifient, et par une ou plus ou moins grande participation à l'unité première. Dans sa réponse au questionnaire, Albert ne montre aucune connaissance du dossier Thomas-Sigurd. En revanche, l'idée d'une différenciation de l'étang par la distance qui le sépare du premier vient clairement d'Albert. Un des paradoxes de l'avéroïsme de Sigurd est qu'il puise parfois chez Albert le Grand de quoi répondre à Thomas d'Aquin.
Les 13 articles de 1270 sont intégralement reformulés dans la liste du 7 mars 1277. Plusieurs d'entre eux sont directement issus d'Averroès. Les deux premiers sont au cœur de la problématique thomiste de l'unité de l'intellect. Cette fois, dira-t-on pas de doute, l'avéroïsme est bien là. Albert, qui le stigmatise après 1270, s'en aperçoit-il dès 1270 La question mérite d'être posée. Tout part pour lui, on l'a vu, d'un questionnaire. En 1270, sans aucun doute avant l'intervention épiscopale, puisque ni Gilles dans sa question, ni Albert dans sa réponse n'y font allusion, un jeune dominicain de Lessines adresse au vieux maître allemand une liste de 15 articles proposés dans les écoles par les maîtres parisiens qui passent pour les plus grands en philosophie. Albert le Grand, la réputation philosophique des maîtres parisiens n'est pas à l'époque une simple formule de politesse. Il faut de ce point de vue mettre en parallèle le questionnaire de Gilles avec la lettre de Manfred au maître de l'Université de Paris, où le descendant de Frédéric II célèbre en termes non fins les docteurs qui siègent sur les quadriges de l'enseignement philosophique, les élèves illustres de la philosophie qui font revivre les philosophes antiques grâce au ministère de leurs paroles et qui par l'enseignement entretiennent leur gloire passée. Et étant donné leur aspect provoquant qui leur a valu déjà d'être attaqués en mainte assemblée, il lui demande de les réfuter une bonne fois. Nulle mention ici d'avéroïste. Répondant au questionnaire par un opuscule intitulé « Les 15 problèmes », Albert n'y fait pas plus allusion que son mandant. S'il critique effectivement les Parisiens qui ne fréquentent plus directement, ce n'est pas pour cause d'avéroïsme, mais parce qu'il consacre trop de temps au sophismata au lieu de lire et de méditer les textes des philosophes. Visiblement, Albert ne veut pas se laisser entraîner dans le conflit des facultés. Les maîtres que lui dénonce Gilles sont certainement des artistes, mais ce n'est pas comme philosophe qu'à son tour il les critique. C'est comme mauvais philosophe, plus exactement comme logicien, sophistae. C'est ainsi qu'à propos du premier article, l'affirmation brutale de l'unité de l'intellect, il commente « Ce n'est pas seulement pour les théologiens que ce qu'ils disent est faux, ce l'est aussi pour la philosophie. La cause de leur affirmation est l'ignorance des textes des philosophes, car beaucoup de Parisiens s'adonnent au sophismata plutôt qu'à la philosophie. Le reproche n'est pas neuf, on le trouve chez Étienne de Tournai. On sait qu'Étienne de Tournai dénonçait chez les maîtres de Paris la manie d'attraper de petits mots vides avec leurs sophismata comme des mouches dans une toile d'araignée. On le retrouve chez Roger Bacon de Horribius Medicorum. Le troisième défaut est que le commun des médecins se consacre à la discussion de questions infinies et d'arguments inutiles et ne s'en tient pas à l'expérience comme il le faudrait. Il y a plus de 30 ans, il s'en tenait à l'expérience, qui seule apporte la certitude. Mais maintenant, avec l'art des topiques et des réfutations sophistiques, il multiplie les questions incidentes à l'infini et les arguments dialectiques et sophistiques en nombre plus infini encore. Et ils s'y engloutissent, et ils cherchent sans trêve, mais ils ne trouvent jamais la vérité. Il est clair en tout cas qu'ils ne visent nommément ni Averroès, ni les partisans d'Averroès. Qu'en est-il du deuxième article dont Thomas fera l'épreuve cruciale de l'erreur avéroïste? Analysons le texte. Leur seconde thèse est que la proposition « l'homme pense » est fausse ou impropre. On ne peut dire cela que si l'on ignore la philosophie et que si l'on ignore ce que l'on est soi-même. Ce qui pour Albert revient au même, puisque selon le mot d'Isaac al-Israili, se connaître soi-même, c'est connaître toute chose. De fait, il est clairement établi en philosophie que l'homme est seulement intellect et que la pensée est l'activité propre et connaturelle de l'homme, activité qui, quand elle n'est pas empêchée par un obstacle, constitue pour lui la suprême félicité. La philosophie, c'est la connaissance de l'homme par lui-même, car si l'homme se connaissait parfaitement lui-même, étant donné qu'il est composé d'une substance spirituelle et d'une substance corporelle, ce qui englobe tout le reste, il connaîtrait d'une certaine manière en lui-même tout ce qui existe. Il est donc évident qu'il n'y a eu au monde rien de plus sensé et de plus propre que la proposition « l'homme pense ».
science, car que signifie le mot propre? C'est ce qui convient à la totalité d'une espèce et à elle seule. Or, comme l'a bien dit Boès, si l'on regarde à la substance et au trait essentiel, le propre de l'homme n'est ni la sensation animale, ni l'activité du végétal, c'est la pensée, et seulement la pensée. En outre, il n'y a pas de proposition plus vraie que celle qui attribue une activité propre et connaturelle à l'être auquel elle est propre et connaturelle. Il est donc évident qu'aucune proposition n'est plus vraie que l'homme pense. C'est une proposition du même ordre que la lumière brille, ou que le blanc est la couleur dissociante de la vue, ou que la chaleur chauffe. Mais peut-être veulent-ils dire que l'intellect n'est rien de l'homme. Si telle est leur intention, c'est une absurdité totale. Il s'ensuit en effet que ce par quoi l'homme est homme n'est rien de l'homme. Personne n'a jamais soutenu une telle opinion. Elle n'est pas intelligible. De fait, quand dans un genre une espèce se distingue des autres espèces qui lui appartiennent, c'est toujours par le biais d'une certaine différence, ultime et logiquement convertible, à laquelle elle participe essentiellement. C'est ce que démontre Aristote dans la métaphysique, et l'on ne peut rien y objecter. Or, la différence ultime de l'homme est précisément la pensée. Tel est l'enseignement unanime des stoïciens et des péripatéticiens. Mais peut-être veulent-ils dire que l'être intellectuel est en l'homme au titre de nature et de puissance, mais que l'acte qui lui correspond, l'activité intellectuelle elle-même, ne se trouve pas en lui. C'est une nouvelle absurdité. Il s'ensuit en effet que la nature propre à une espèce se voit destituée de toute activité. Maintenant, peut-être veulent-ils dire que l'activité propre à l'homme n'est pas la pensée, mais seulement le raisonnement. Cette thèse n'est pas même celle d'un penseur négligent, c'est une baliverne. Il suffit de considérer un peu attentivement les choses pour voir qu'il n'y a jamais pensée discursive s'il n'y a pas une mise en forme préalable de l'élément discursif par une intuition de l'intellect qui compose ou sépare ces objets d'intuition, les essences ou quidités. L'intellect est donc premier en nature et en raison. Par conséquent, la pensée est plus propre à l'homme que le raisonnement discursif. Mais peut-être veulent-ils dire que la pensée revient seulement à une nature supérieure, par exemple aux natures angéliques, et qu'ainsi elle ne saurait être le propre d'une nature inférieure comme celle de l'homme. Ce genre de thèse ne relève pas du philosophe. Le philosophe évite tout ce qui dépasse les limites de la philosophie, et cela parce que ce n'est pas son domaine. Or, la distinction des hiérarchies angéliques n'est connue que par la révélation grâce à l'Esprit Saint, elle n'est pas connue grâce à la philosophie. Certes, on peut objecter que les philosophes admettent des hiérarchies d'intelligence cosmique et que selon eux, c'est bien à ces intelligences et non à l'homme que la pensée revient en propre. Mais cette thèse est elle aussi parfaitement absurde. Rien en effet n'empêche que ce qui est prédiqué analogiquement puisse être propre à différents types de réalités, du moment qu'il ne leur est pas propre de la même manière. Maintenant, ils veulent peut-être dire, comme certains philosophes arabes l'ont fait autrefois, qu'il n'y a en dehors de l'âme un intellect arrogeant et que cet intellect remplit une fonction comparable à celle du soleil ou à celle de l'art vis-à-vis de la matière. Mais c'est un argument particulièrement faible. De fait, on peut bien admettre cette thèse sans pour autant être obligé de soutenir que l'homme ne pense ni proprement ni véritablement. En effet, même si l'intelligence est comparable au soleil, qui est l'unique source de la lumière, et qui grâce à elle forme toute chose et lui donne l'être ou le pouvoir d'éclairer, même si l'intelligence est comparable à un art qui épanche dans la matière les formes qu'il contient, cette émanation de lumière qui est attribuée à l'intelligence arrivera bien dans l'âme, et elle y aura un statut d'être, et c'est à ce titre même qu'elle informera l'âme, la dotant d'un intellect et d'une activité intellectuelle, tout comme le soleil informe tout ce qui brille en le dotant d'une forme qui le rend capable d'éclairer à son tour et d'accomplir cette activité. Or, ces êtres, c'est au sens propre et en vérité qu'on les appelle des luminaires, c'est-à-dire des êtres dotés d'un authentique pouvoir d'illumination. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi les hommes ne seraient pas eux aussi considérés comme des êtres intellectuels authentiquement dotés d'une activité intellectuelle. Si l'on se place du point de vue de la participation à un même acte d'être, rien n'empêche que l'activité d'un être supérieur ne soit aussi la différence substantielle ou essentielle d'une nature inférieure.
N'est-ce pas le cas de tout ce qui engendre par sa forme et sa substance? Autrement dit, et pour conclure, on peut très bien soutenir la position des philosophes arabes sans pour autant céder à la thèse qu'en tirent les maîtres parisiens. En fait, ils ne prouvent rien. Je dis donc que leurs allégations sont à tout point de vue absurdes. La structure du texte est simple, deux arguments sont avancés contre les tenants de l'article. Le premier rappelle que l'homme est seulement intellect et que la pensée est le propre de l'homme. Le deuxième porte sur la proposition l'homme pense et sur la base de pose que rien n'est plus vrai que la prédication d'un propre. La suite du texte est constituée par une série de peut-être. Albert y passe en revue toutes les répliques possibles des tenants de l'article et les réfute les unes après les autres. Il conclut en rejetant à la fois leurs positions et leurs arguments. Le point A est une des thèses les plus fondamentales de l'aristotélisme tel que l'entend Albert le Grand. Elle contient elle-même plusieurs affirmations. À 1, l'activité théorétique est celle de ce qu'il y a de divin en l'homme, d'où il y a quelque chose de divin en l'homme. À 2, l'homme doit autant que possible s'immortaliser, c'est-à-dire tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. À 3, ce qu'il y a de plus noble en l'homme est l'intellect, donc l'homme s'identifie avec cette partie qui est la partie fondamentale de son être et la meilleure. Le point B ne fait qu'expliciter la définition du propre. Le propre, c'est ce qui, tout en n'exprimant pas la crudité de la chose, appartient pourtant à cette chose seule et peut se réciproquer avec elle. La réciprocation elle-même est justifiée avec l'appui de Boès. Le paragraphe 3 introduit le premier argument contre l'attribution de la pensée à l'homme. L'intellect n'est rien de l'homme. Nihil est hominis, c'est-à-dire n'est pas quelque chose de l'homme. On dirait aliquid hominis, autrement dit ne fait pas partie de l'homme. Albert répond par une citation d'Aristote. La dernière dans Métaphysique, la dernière différence est la substance même de la chose et sa définition, autrement dit, la différence ultime définissant une espèce est convertible avec l'espèce définie. Or, selon Albert, tous les philosophes considèrent que la différence ultime de l'homme est la pensée. L'argument des tenants de l'article est donc sans valeur. Le deuxième argument, paragraphe 4, revenant à soutenir que la nature de l'homme n'a pas d'opération propre, Albert sous-entend qu'il transgresse la règle selon laquelle la nature ne fait rien en vain, ou celle qui pose qu'il n'y a rien d'inutile, ociosum dans la nature. Le troisième argument, paragraphe 5, applique la distinction d'origine platonicienne entre l'intuition intellectuelle, noesis intelligere, et le raisonnement discursif, dianoia ratiocinatio. Albert l'écarte d'un revers, il ne peut y avoir raisonnement sans saisie des premiers intelligibles, deuxième et troisième opération de l'intellect, inférence directe et raisonnement syllogistique, sans première opération, saisie des quiditis simples. L'argument ici évacué n'est pas avéroïste. La terminologie évoque une distinction gréco-latine, non une distinction arabo-latine. Même si certains auteurs les confondent, la différence entre intellect et raison ne recouvre pas exactement la distinction entre intellect et faculté cogitative ou distinctive, vis cogitativa, virtus distinctiva, chez Averroès. Le quatrième argument suggère que l'intuition intellectuelle n'appartient qu'aux êtres dont la pensée n'est pas assujettie aux conditions de la sensibilité, c'est-à-dire aux natures angéliques. La réponse d'Albert est ici pour la première fois en prise sur un problème authentiquement avéroïste. Comment ne pas penser en effet aux règles d'auto-limitation disciplinaire invoquées par Boès de Dacie dans son traité sur l'éternité du monde? Dans le cas présent, toutefois, la maxime héritée d'Alain de Lille, utilisée par les avéroïstes pour garantir l'indépendance de la philosophie. Nul artifex n'a le droit de sortir des limites de sa spécialité, que ce soit pour en déduire les vérités des autres spécialités ou pour nier ce qu'elles déduisent de leurs propres principes. Pour Boès de Dacie, le physicien ne doit pas prouver que le monde a commencé, puisque dans les limites de sa spécialité, cela ne peut être prouvé.
et il a le droit de ne pas assumer la résurrection des corps qui est impossible selon des causes naturelles, c'est-à-dire impossible à prouver dans le cadre de sa spécialité. La version de la thèse de Boès mise à l'index par Tempier est toute différente. Le philosophe doit nier absolument la création du monde dans la mesure même où il, le philosophe, s'appuie sur des causes naturelles. Le fidèle peut nier l'éternité du monde dans la mesure où il, le fidèle, s'appuie sur des causes surnaturelles. Cela est retourné par Albert contre la philosophie. L'existence de hiérarchie angélique n'est pas accessible au philosophe. Il n'a donc pas le droit de l'invoquer. Une seconde version de l'argument, conforme à la logique des répartitions disciplinaires, ne trouve pas plus, grâce à ses yeux, attribuer la pensée aux seules intelligences cosmiques, qui elles sont de la spécialité du philosophe, ne change rien à l'affaire. La pensée peut fort bien être prédiquée analogiquement des intelligences séparées et de l'homme. C'est d'ailleurs la théorie que soutient Albert lui-même en distinguant les intelligences qui sont des intellects par essence et les hommes qui ont un intellect par acquisition. Cette distinction, fondée sur celle de l'être par essence et de l'être par participation, est utilisée sous cette forme pour réfuter l'utilisation de la thèse philosophique arabe de l'intellect agent séparé. La séparation de l'intellect agent n'empêche pas la participation de l'âme humaine à son activité. On le voit, aucun de ces arguments n'est réellement attaché à l'œuvre d'Averroès. Aucune des réponses d'Albert ne le met spécialement en cause, lui ou ses disciples. La conclusion s'impose. La critique d'Albert concerne des maîtres parisiens qui ignorent la philosophie, des sophistes plutôt que des avéroïstes. Même l'allusion aux philosophes des Arabes, partisans de la séparation réelle de l'intellect agent, ne concerne pas particulièrement Averroès. La spécificité de la noétique avéroïste n'est pas en effet d'affirmer la séparation de l'unité de l'intellect agent, mais de l'intellect possible. Comment expliquer que, confronté par le questionnaire de Gilles de Lessine à des thèses avéroïstes, aussi caractéristiques que l'homme ne pense pas, Albert en soit réduit à évoquer une série d'hypothèses argumentatives, toutes plus éloignées de l'avéroïsme les unes que les autres? L'explication est simple. En 1270, Albert est à Cologne. Il a perdu le contact avec la réalité universitaire que l'évêque de Paris va bientôt sanctionner. Telle est la principale différence entre ces 15 problèmes et le De Unitate Intellectus de Thomas. Telle est aussi la raison pour laquelle, passé 1270, il intègre sous une forme plus ou moins remaniée une dispute d'Ananie, vieille de plus de 15 ans à sa somme de théologie. Albert connaît Averroès, il ne connaît pas d'avéroïste. Ces informations sur les maîtres parisiens remontent à une époque où l'avéroïsme latin n'existait pas. La situation de Thomas est entièrement différente.